Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'information sur Canal Vimkwega. Nous sommes le mercredi 7 octobre et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. La paroisse Saint-Jean 23 de Ouagadougou veut célébrer ses 50 ans d'existence. Objectif, rendre grâce à Dieu, et à ce sujet, elle a invité les hommes et femmes de médias à découvrir les activités qui seront menées. C'était ce mercredi 7 octobre 2020 à Ouagadougou. Le reportage est de Antoinette Bénon, Yannick Kaboré. La paroisse Saint-Jean 23 de Ouagadougou veut marquer un arrêt pour rendre grâce à Dieu pour ses 50 ans d'existence. À cet effet, elle a organisé une conférence de presse au cours de laquelle les différentes articulations de la célébration ont été données. Les activités de cette année jubilaire se dessinent à travers l'énoncé de ces commissions qui sont entre autres remonter le temps pour retracer l'historique de la paroisse Saint-Jean 23 pour la postérité et la jeunesse, ainsi que la vie de son saint patron. Nous avons également les célébrations liturgiques, nous avons les prières, nous avons des jeûnes, des enseignements catéchitiques, de la formation en secourisme, des journées d'évangélisation, des conférences, des célébrations de jubilés de mariage, de baptême, mais également des activités récréatives telles que les kermesses, les tournois de football avec la coupe de curé, les opérations de nettoyage et de réfection, voire de lustrage de nos installations de prière, telles que nous ambitionnons de plafonner notre église, de la climatiser et de lui donner son autonomie en matière énergétique par l'autonomisation par le solaire. Ce sont autant d'activités qui, pour certaines, sont exécutables courant l'année jubilaire et pour d'autres, ce sera au-delà de l'année jubilaire. Placé sous le thème « 50 ans de grâce à l'exemple de Saint-Jean 23, soyons des témoins vivants de notre foi », ce jubilé d'or tire sa source dans l'esprit biblique. Dans l'esprit biblique, nous avons jugé bon qu'après 50 ans, nous aussi, on va prendre un temps de réflexion, un temps de prière, un temps de jubilé, réjouir en Dieu pour le bienfait de la création de cette paroisse que beaucoup ont fréquentée et que beaucoup fréquentent aujourd'hui. Une manière de se connaître, une manière de galvaniser tous les chrétiens ensemble, une manière de construire une famille, une manière de vivre, de revivre notre foi. Et comme le titre le dit, prends l'exemple de Saint Jean 23, qui était celui qui a appelé le Concile Vatican II, qui a renouvelé beaucoup de choses dans l'Église. Nous voulons aussi vivre notre foi aujourd'hui dans un monde renouvelé. Créée en 1969 par le cardinal Paul Zungrana, la célébration de ce jubilé d'or a pour objectif également de faire une rétrospective afin de donner un nouveau visage, voire une nouvelle vision à la paroisse. Aussi, à l'occasion, des prières seront faites à l'endroit du Burkina Faso. Alors, l'ouverture officielle de cette commémoration aura lieu le 11 octobre 2020 à Ouagadougou. Quant à la clôture, les 30 et 31 octobre 2021 ont été retenus comme date. Les organisateurs comptent sur la mobilisation de tous pour sa réussite. Hors de chez nous, Israël fait face à l'une de ses pires périodes de protestation. Accusé de corruption, abus de confiance et malversation, Benjamin Netanyahu est confronté à des équilibres politiques très fragiles. Les traditionnelles manifestations du samedi soir n'ont sans doute jamais vu une telle affluence. Confinés à un périmètre d'1 kilomètre de leur domicile, c'est donc en petits groupes que les Israéliens sortent dans la rue. Ici à Haïfa, dans le nord du pays, là à Givatayim ou encore à Ramat Gan en périphérie de Tel Aviv. Au total, des dizaines de micro-manifestations sont organisées à travers le pays, regroupant 130 000 personnes selon les organisateurs.
À Jérusalem, loin des grands rassemblements habituels, ce sont quelques résidents du quartier qui se donnent rendez-vous devant la résidence du Premier ministre. Le contraste avec Tel Aviv est frappant. Ignorant les dernières restrictions sanitaires, des dizaines de manifestants marchent à travers les rues de la ville blanche. À plusieurs endroits ont même lieu des confrontations avec les forces de l'ordre. Ron Hulday, maire de la ville, est lui-même très légèrement blessé alors qu'il participe au rassemblement. Au total, une quarantaine de manifestants seront arrêtés pour trouble à l'ordre public, des centaines d'amendes distribuées pour non-respect des directives sanitaires, sans qu'aucun chiffre précis ne soit communiqué par la police. Plusieurs attaques contre des manifestants anti-Netanyahou sont également signalées à Tel Aviv, Jérusalem, Holon ou encore Ramat Gan. En 1939, le général Franco instaurait en Espagne une dictature qui durera jusqu'à sa mort en 1975. Son but était de faire face à la guerre civile espagnole qui s'y était éclatée en 1939. Aujourd'hui, les victimes de sévices et de tortures dans les prisons réclament justice. Ils espèrent en une loi qui vient d'être votée en leur faveur en mi-septembre. Rosa n'avait que 18 ans lorsqu'elle a été enlevée par la brigade politico-sociale de la dictature franquiste. Elle a été battue, torturée pendant 6 jours, menacée de viol et d'exécution. On l'a empêchée de boire, de dormir, on lui a refusé d'aller aux toilettes. Il se sentait en droit de faire tout ce qu'il voulait. Il nous menaçait tout le temps. Nous allons vous jeter dans les escaliers, disait-il. Et franchement, je leur disais, ok, jetez-moi, la souffrance prendra fin. Il y a 18 ans que Rosa a commencé son combat pour que les coupables soient traduits en justice. Jusqu'à présent, son affaire a toujours été rejetée par les tribunaux espagnols. Elle espère que le nouveau projet de loi Mémoire démocratique présenté par le gouvernement mi-septembre, mais loin d'être encore porté devant l'Assemblée, lui permettra de guérir. Car cette loi garantirait enfin l'enquête sur les crimes des franquistes. J'aimerais les voir devant un juge. Je veux qu'on sache que le travail de ces gens était de torturer. Je veux que leurs familles sachent qui ils sont. Depuis des années, les associations de victimes du franquisme font des fouilles pour découvrir par elles-mêmes les lieux où se trouvent les disparus de la dictature. On estime que plus de 100 000 personnes pourraient être enterrées dans des fosses communes comme celle-ci. Mais jusqu'à présent, seuls 9 000 corps environ ont été retrouvés. Le nouveau projet de loi comprend un plan national d'exhumation et la création d'un test ADN pour aider à identifier les restes des personnes décédées. Le premier acte de réparation consiste à rendre les restes aux familles afin qu'elles puissent décider où les enterrer au lieu de l'endroit choisi par leur bourreau. Mais ensuite, il faut rechercher les responsables. Les tribunaux espagnols ont utilisé la loi d'amnistie adoptée pendant la transition démocratique pour refuser toute enquête supplémentaire sur les crimes commis sous le régime de Franco. Baltasar Garzón a été l'un des seuls juges à enquêter sur les disparitions de civils sous Franco, interdit d'exercer en raison d'une autre affaire depuis 2012 et ce jusqu'en 2023. Il estime que la loi d'amnistie ne devrait pas être un obstacle à la justice pour les victimes. Il faut que ce soit une réponse. Il n'est pas nécessaire que ce soit une justice pénale, ce qui implique une peine de prison. Cela peut être une justice visant la réparation des victimes, symbolique. J'espère que la nouvelle loi de mémoire démocratique suivra ces critères. Si c'est le cas, nous trouverons la voie. Le projet de loi doit encore être soumis au Parlement pour l'approbation finale. 66 articles seront alors examinés. Ce pourrait être le début d'un long chemin pour apporter un peu de lumière sur une page encore non tournée de l'histoire espagnole. À présent, nous irons en Italie pour découvrir un cimetière pas comme les autres. Pour lutter contre les avortements, les associations anti-avortement ont créé un espace de dénonciation. Il consiste à répertorier les noms de fœtus ayant été avortés et à y planter des croix. Touchés par ces actions d'interpellation pas comme les autres, les auteurs de ces fœtus avortés plaident pour le retrait des noms de leurs enfants fœtus avortés. Ouverture d'une enquête en Italie après la plainte d'une femme dont le nom s'est retrouvé sur l'une de ses croix car elle a pratiqué un avortement. Cette parcelle du cimetière de Flaminio à Rome est couverte de ces croix plantées par des associations anti-avortement qui récupèrent plus ou moins légalement les fœtus des femmes ayant eu une IVG du second trimestre. Ces femmes, en déclarant qu'elles ne souhaitaient pas devoir s'occuper de l'enterrement de leur fœtus, n'auraient jamais imaginé découvrir leur nom sur l'une de ces sépultures.
La plupart de ces croix datent d'entre 2017 et 2020, mais certaines femmes disent que certaines d'entre elles sont ici depuis plus longtemps. L'association qui les représente prévoit de contacter d'autres organisations à travers le pays, car elles disent que c'est un problème national que l'on a constaté dans d'autres régions, et pas seulement ici. En quelques jours, l'ONG Differenza Donna a recueilli une centaine de témoignages similaires et a porté plainte. La loi italienne sur l'IVG interdit à quiconque de révéler l'identité d'une femme ayant pratiqué un avortement, même si celui-ci est réalisé en toute légalité. Toutes ces femmes nous ont dit qu'elles s'étaient senties non respectées. Elles nous ont dit qu'elles estimaient que leur liberté et leurs droits avaient été violés. En particulier leur liberté de choix, de pensée, mais aussi leur liberté religieuse. Car certaines des femmes qui nous ont appelées nous ont dit qu'elles étaient athées ou qu'elles avaient d'autres croyances religieuses. Les enquêteurs vont devoir remonter la chaîne de responsabilité pour découvrir qui a transmis des données confidentielles sur ces patientes en IVG, qui a fermé les yeux, qui a été complice. L'hôpital de Rome, lui, se décharge de toute responsabilité. Lorsque les patientes arrivent ici, nous leur demandons de signer plusieurs papiers, dont un qui concerne l'enterrement du fœtus. Mais en tant que partie du personnel médical de l'hôpital, nous ne nous occupons pas des enterrements. C'est l'entreprise de collecte des déchets qui s'occupe de cette tâche. Nous ne sommes responsables que de la procédure médicale. Selon un communiqué de l'entreprise romaine de traitement des déchets, tout a été fait selon la loi et selon les ordres donnés par l'hôpital de s'occuper des enterrements dans chaque cas où les patientes ont souhaité s'en décharger. L'autorité italienne de protection des données s'en est aussi mêlée, cherchant d'éventuelles responsabilités d'organismes publics et voulant comprendre leurs relations avec les associations catholiques intégristes. Septembre 2020, reconnu comme le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Ces informations nous viennent du service européen Copernicus sur le changement climatique. Ce service pense également que l'année 2020 risque d'être la plus chaude, après celle connue en 2016 comme l'année la plus chaude de l'histoire du monde. Les records se suivent et se ressemblent. Septembre 2020 a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon le service européen Copernicus sur le changement climatique. Dans l'Arctique sibérien, l'impact est particulièrement visible et le niveau des glaces est à son deuxième niveau le plus bas depuis le début des enregistrements de données par satellite en 1979. Dans certaines régions du monde, comme en Californie ou en Amazonie, les sécheresses intenses ont provoqué des incendies sans précédent. Au niveau mondial, septembre 2020 a été 0,05 degrés au-dessus de septembre 2019, jusqu'alors le plus chaud jamais enregistré. Un record qui concerne également le continent européen, frappé au début du mois par une vague de chaleur. La période de 12 mois allant d'octobre 2019 à septembre 2020 se situe à 1,28 degrés au-dessus des températures de l'ère pré-industrielle, un chiffre qui se rapproche dangereusement des 1,5 degrés fixés par les accords de Paris en 2015. C'était là notre version de l'actualité pour vous ce soir. On se donne rendez-vous demain pour une autre session. Les programmes continuent sur la télévision de la famille. Bonsoir.